Je te laisse te présenter. Merci encore pour ton intervention. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route. Ça se veut vraiment interactif, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc, un grand merci à Bretagne Commerce International pour m'accueillir ici et faire une présentation qui a un objet général, parce que faire une présentation sur un secteur spécifique au Chili, c'est compliqué parce que le Chili est un petit pays, même si géographiquement c'est assez long. Mais, donc c'est pour ça que j'avais insisté auprès de Karen pour faire une présentation générale. Donc moi, je suis avocat en charge de l'accompagnement des entreprises françaises, pas toutes les entreprises françaises, mais une bonne partie de PME françaises qui sont déjà implantées au Chili ou qui souhaitent s'implanter au Chili. Je fais partie d'un cabinet d'avocats international qui s'appelle DS Avocats, qui a été créé dans les années 70, qui a principalement axé son développement international, qui est arrivé il y a 30 ans en Chine. Donc on a 3 bureaux en Chine, à Pékin, Shanghai et Canton. Après, on a ouvert au Canada. On a des bureaux à Montréal, Vancouver et Toronto. Après, il y a eu tout un développement au niveau de l'Afrique. Et maintenant, on vient d'attaquer le marché latino-américain. On était historiquement présent en Argentine, à Buenos Aires. Donc, vous connaissez les difficultés du marché argentin. Donc, le groupe DS a décidé de s'implanter il y a 2 ans au Chili. Donc, c'est dans ce cadre-là que moi, je suis arrivé chez DS. En intégrant une structure, parce qu'avant je travaillais pour un cabinet d'avocats chilien, ça fait 4 ans que je suis au Chili, et une fusion entre la structure chilienne et DS Avocats. Donc maintenant je suis en charge du French Desk de DS Avocats au Chili. Donc merci à tous d'être venus. Je vois que le quorum, 13 personnes, est satisfaisant. Vous avez dépassé, j'étais à Lyon avant-hier, vous avez dépassé d'1 personne Lyon, donc ça veut dire que la Bretagne est plus dynamique que la région lyonnaise, du moins sur le Chili. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même faire un petit point d'actualité sur le Chili. Donc effectivement, le Chili a un nouveau, j'ai mis entre guillemets, président de la République, car il est relativement nouveau. Il était avant au pouvoir Sébastien Piñera, il a été remplacé par Michelle Bachelet, et là il est revenu au pouvoir cette année. Donc il est en train de détricoter un petit peu tout ce qu'avait fait Madame Bachelet. Donc il y a un projet de réforme fiscale qui est en cours de discussion au Parlement. On en parle beaucoup. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de lire tout le projet de loi, mais en fait, c'est un retour au régime précédent. C'est-à-dire que le Chili a un système au niveau de la fiscalité sur les sociétés notamment, qui est assez spécial, qui est unique au monde avec le Mexique notamment, où il y a une intégration de l'IS sur l'imposition des actionnaires personnes physiques résidentes au Chili. C'est-à-dire qu'on peut récupérer l'impôt sur les sociétés en cas de distribution des dividendes en intégralité. Donc le taux d'IS est à 27%. Si vous avez un taux effectif d'imposition qui est inférieur à 27%, vous pouvez récupérer la différence entre le taux effectif d'imposition et l'impôt sur les sociétés qui a été payé. Donc ça, c'est quand même un système assez particulier que Madame Bachelet avait essayé de supprimer, et heureusement ou malheureusement selon les opinions, on est en train de revenir sur ce régime fiscal. Un projet de loi aussi de réforme, alors je ne sais pas, migration, c'est pas correct, c'est plus sur l'immigration. Effectivement, le Chili a accueilli un bon nombre de migrants, notamment en provenance du Venezuela et d'Haïti. Donc c'était au début possible de demander un visa de résidence temporaire au Chili en arrivant en tant que touriste. Donc il y avait beaucoup de Vénézuéliens et d'Haïtiens qui arrivaient avec un visa touristique de 3 mois et qui régularisaient leur situation en fournissant un contrat de travail souvent fictif, car le système le permettait. Donc là, ils sont en train de durcir les conditions d'entrée. Donc maintenant, les demandes de visa doivent se canaliser nécessairement par les consulats du Chili dans le monde entier. Donc ça va surtout affecter pas seulement les Français, mais surtout affecter les Haïtiens, qui ont beaucoup de difficultés maintenant à obtenir des visas. Sébastien Piñera a bénéficié d'une conjoncture économique relativement favorable, parce que quand il est arrivé au pouvoir, le prix du cuivre a légèrement augmenté. Donc effectivement, on est sur des projections de croissance qui sont sensiblement supérieures à celles qu'avait connues Mme Bachelet. On parle de 3,4% de croissance, même si là, ça va certainement être revu à la baisse, dans la mesure où le cours du cuivre a légèrement baissé. Et Sébastien Piñera a également mis sur que le Chili puisse enfin accéder au rang de pays développé. Donc on
prévoit que le PIB du Chili va certainement dépasser le PIB du Portugal d'ici 2022. Ça aurait dû se produire en 2015, mais là, il semblerait que le Chili est en voie de dépasser, il me semble, la Russie, la Grèce en termes de PIB, et le Portugal a posteriori. Et comme vous le savez certainement, le Chili vit essentiellement des réserves de cuivre, de lithium. Le groupe Bolloré, notamment, a manifesté son intérêt dans l'exploitation d'importantes réserves de lithium et de cobalt, où il va y avoir une reprise des activités minières dans ce secteur-là. Alors, le Chili se présente toujours comme un pays qui a une bonne presse et une bonne pub comparé à ses voisins latino-américains. On compare toujours le Chili avec l'Argentine. Vous connaissez les difficultés en Argentine. Au Pérou, avec les difficultés actuelles du président Kaczynski. Non, c'est pas Kaczynski, je confonds avec le Polonais, le président. Oui, il est parti. Oui. Maintenant, oui, c'est ça. Ouais. Donc avec le scandale de corruption, également aussi avec le Brésil. Donc le Chili, effectivement, se présente toujours comme un pays avec une économie stable, ce qui est vrai, politiquement stable également, qui était avant un paradis fiscal, et là c'est en train d'être un peu revu, parce qu'effectivement le Chili fait partie de l'OCDE, donc on ne peut plus considérer le Chili comme un paradis fiscal. Mais malgré cette bonne presse, moi j'aime bien malgré tout souligner les points, les difficultés, les problématiques structurelles au Chili, parce que c'est pas forcément évident au quotidien d'implanter et d'intégrer le marché chilien qui est très fermé. Et, comme je l'ai dit précédemment, effectivement c'est une économie qui est trop dépendante de l'évolution du cours du cuivre, son économie est axée sur le cuivre et qui essaye de se diversifier, mais qui n'y arrive pas malheureusement. Enfin, pas comme cela serait souhaitable. Des disparités de richesse qui sont, comme dans tous les pays, mais qui sont particulièrement flagrantes au Chili. Et une statistique, je ne suis pas certain à 100% parce qu'on en voit plusieurs, mais j'ai vérifié avec 2-3 sources différentes. Effectivement, 4 familles posséderaient plus de 20% du PIB national. Les 4 familles qui sont propriétaires, donc notamment il y a le groupe, la famille Solari qui possède le groupe Falabella dans le retail, qui est à la fois propriétaire du foncier et de tout le système de distribution. Donc ça va du supermarché à Falabella qui distribue tous les produits électroménagers, enfin il y a de tout. Ce qui enclenche effectivement des difficultés, des barrières à l'entrée et des collisions oligopolistiques. Carrefour notamment s'est cassé les dents au Chili, alors que paradoxalement en Argentine, Carrefour fonctionne relativement bien. Bon, il y a eu des erreurs stratégiques de Carrefour, mais effectivement, il y a eu une collusion oligopolistique parce que les 3 grandes familles ne voulaient pas que Carrefour rentre sur le marché chilien. Donc effectivement, c'est pour ça qu'ils sont partis. Decathlon vient de rentrer en revanche sur le marché chilien. Non sans mal, mais ils sont rentrés récemment sur le marché chilien et leur ouverture est prometteur. Je crois que c'est une des ouvertures les plus intéressantes avec la Colombie aussi. Ils ont ouvert en Colombie. La Colombie a eu encore plus de succès que le Chili. Ikea va venir, mais ils ont dû faire un accord avec la famille Solari, l'une des 4 familles. Finalement, c'est presque nécessaire dans ce cas-là de conclure un accord avec ces 4 familles-là. Et effectivement, j'ai mis que le droit de la concurrence se développait. Par rapport à ça, il y a une anecdote qui est sympathique à souligner. Moi, j'ai reçu sur mon compte bancaire 10 € d'indemnisation, car il y avait le cartel, ce qu'ils appellent du confort, le cartel du papier toilette, où il y avait eu une entente sur le prix du papier toilette. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé au Chili, je trouvais que le papier toilette était très cher, et en fait, c'est parce qu'il y avait une entente sur le prix. Donc effectivement, tous les Chiliens ont reçu une indemnisation de 10 € sur leur compte bancaire il y a 3 semaines, et ce qui illustre bien finalement que le droit de la concurrence est en train de se développer. Les barrières à l'entrée sont malgré tout en train de diminuer, même si structurellement, effectivement, elles restent quand même très fortes. Il y aura effectivement aussi un problème d'intégration culturelle de toute cette immigration qui est arrivée au Chili. Le flux migratoire d'Haïtiens a provoqué une augmentation significative du nombre de Noirs au Chili, et au Chili, il n'y avait pas de Noirs. Et effectivement, il y a un racisme un petit peu latent qui est en train de se développer, surtout qu'ils acceptent des postes sur une économie souterraine, effectivement, et là, ils vont avoir un vrai enjeu d'intégration culturelle des Haïtiens.
Et les Vénézuéliens, là, la problématique est un peu différente dans la mesure où les Vénézuéliens qui arrivent sur le marché chilien sont très qualifiés et prennent des postes avec une surqualification à salaire chilien. L'exemple que je donne, c'est que nous, on vient d'embaucher au cabinet d'avocats une avocate qui va être réceptionniste, qui a un salaire de réceptionniste et qui est trilingue, français, anglais, espagnol. Ce qui génère une frustration sur le marché chilien, parce qu'on avait reçu 50 CV d'assistantes chiliennes. Ce qui va également de pair, sur l'OCDE d'ailleurs a signalé ce problème structurel chilien, sur la faible productivité des travailleurs chiliens. Ça, c'est dû à la structure du marché du travail, qui est flexible. Donc, effectivement, c'est un avantage. Quand on étudie le marché chilien, il y a des cotisations sociales, enfin, qu'elles soient patronales ou salariales, qui sont de l'ordre d'une vingtaine de %, mais qui également dure, selon le poste à qualification, par exemple, un salaire de réceptionniste, c'est 500 € par mois, 45 heures par semaine. Donc, effectivement, la productivité d'un salarié s'en ressent sur des emplois qui sont peu qualifiés, enfin, et encore pas non plus peu qualifié, mais... Donc voilà, ça c'était Excusez-moi. Sur les problématiques structurelles, je pense qu'il faudrait quand même rajouter la géographie du pays. Parce que cette petite langue qui fait entre 100 et 150 km de large et plus de 5000 km de long, coincée entre la cordillère des Andes et le Pacifique, avec un désert qui fait plus de 2000 km de long, sur un grand plateau, ça pose quand même des problèmes logistiques et des problèmes de déplacement de la population et de concentration de la population sur des villes. Hein, donc, moi, je pense que c'est quand même une problématique structurelle qu'il faut signaler pour des entreprises qui auraient envie de s'implanter ou d'exporter au Chili. Vous avez cité beaucoup l'Argentine, qui est exactement le contraire, parce que l'Argentine, c'est un énorme beefsteak qui a tout et qui est à l'abri des vents d'ouest, qui a des côtes qui sont accessibles, qui a de la pampa, qui a de l'estepa, et qui a des grosses villes aussi qui sont développées un peu partout dans le pays. Oui, non, c'est exact. Hein, donc, moi, je pense que c'est un problématique structurelle que les Chiliens savent bien résoudre au quotidien parce qu'ils y sont très habitués. Mais quand on arrive dans le pays, c'est quand même la première chose, c'est comment je fais pour y aller. Et quand je suis à Santiago de Chile, comment je vais au nord, comment je vais au sud, comment je me déplace, etc. Et dans une zone qui est en plus hyper polluée. Oui, c'est la région... la contamination de Santiago de Chile par rapport à celle de Buenos Aires, c'est difficile de vivre à Santiago, surtout en hiver. Parce que c'est une cuvette, en fait. Hein, c'est une cuvette qui est coincée entre la cordillère du Pacifique et la cordillère des Andes. Donc je pense quand même que ça pose des problématiques de développement. Et je pense qu'il faut quand même pour moi, je pense qu'il faut les citer parce que quand on est dans le pays, c'est quelque chose qu'on constate et il faut s'organiser avec. Ce que les Chiliens savent bien faire. C'est sûr. Et une concentration sur la région métropolitaine de Santiago, c'est clair que moi, 99% des entreprises que j'ai accompagnées ont leur siège social à Santiago. Car il est inimaginable de mettre son siège social à Concepción, même si Concepción c'est la seconde ville du pays, l'activité économique ne permet pas. Ça dépend du secteur. Dans le secteur minier, éventuellement sur Antofagasta, on peut avoir plus d'activité économique aussi. Mais ça, par contre, sur la pollution, j'en parlais avec des collègues chiliens, parce que j'ai fait un master en droit de l'environnement et développement durable, je disais qu'il y a quand même eu une sensible amélioration de la pollution, du traitement de la pollution à Santiago. C'est-à-dire qu'avant, la visibilité était réduite à 70 mètres, on ne pouvait pas voir la cathédrale. Il n'y a pas beaucoup de cathédrales, mais on ne pouvait pas voir la cathédrale due à la pollution. Il y a quand même des mesures qui sont prises dans ce sens-là, mais c'est vrai que c'est quand même très, très pollué, Santiago. Donc effectivement, sur ma position en tant que conseil des entreprises françaises, moi effectivement je suis avocat au barreau de Paris et de Madrid, et je suis habilité simplement à faire du conseil. Je ne peux pas faire de contentieux, car pour faire du contentieux, il faudrait que j'ai la nationalité chilienne. D'ici 2 ans, je pourrais faire du contentieux. Donc je suis amené à être sur un segment conseil des entreprises françaises, et je suis en mesure maintenant d'identifier les secteurs qui sont porteurs d'opportunités. Donc je vais les décrire brièvement dans cette présentation-là. Ce n'est pas exhaustif, hein. Il y a certainement d'autres secteurs qui peuvent être également porteurs d'opportunités, mais moi, c'est ceux que j'ai vraiment repérés. J'ai également repéré qu'il y avait un taux d'échec important d'entrepreneurs et d'entreprises au Chili. Effectivement, par manque de préparation, souvent. Par manque de préparation et par idéalisation du marché chilien. Car justement, comme le Chili a bonne presse, moi, je vois régulièrement des délégations d'entrepreneurs qui vont au Chili,
qui reviennent enjouer des opportunités d'affaires existantes au Chili. Mais il faut savoir que culturellement, le Chilien ne sait pas dire non. Donc effectivement, il faut arriver à dissocier dans le oui le non. Donc c'est vraiment un point culturel que lors d'un premier voyage d'affaires, on ne se rend pas compte, on a l'impression qu'on va signer 5 ou 6 contrats, et en réalité, si on en signe un, c'est déjà très bien. Paul, notamment les boulangeries Paul, ont essayé de s'implanter, se sont implantés, mais ont été en redressement judiciaire et en liquidation pour justement avoir négligé l'étude du marché. C'était pas mon conseil, je les ai pas conseillés, hein. mais effectivement, moi, je vois que le secteur de la restauration, j'ai beaucoup de demandes dans le secteur de la restauration, ça me paraît être un secteur très compliqué. Il y a déjà très saturé, notamment dans la restauration française, beaucoup d'entrepreneurs qui veulent monter un resto français, et en réalité, il y a un taux d'échec très très important. Il faudrait que je fasse des statistiques, parce que je pense que tous ont déposé le bilan. Effectivement, ça revient avec ce que je disais précédemment, bien rédiger son business plan en intégrant les composantes qui ne sont pas publiées. Notamment l'accès au financement. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui pensent qu'avoir un financement bancaire au Chili, ça va être facile. Or, les banques chiliennes sont d'une part très conservatrices, et d'autre part, elles vont demander au moins 3-4 ans d'ancienneté au Chili avant de pouvoir éventuellement octroyer un financement bancaire. Il y a aussi une problématique par rapport au taux d'intérêt, dans la mesure où le Chili, dans le monde des affaires, on utilise une unité de valeur qui est indexée sur l'inflation, qui s'appelle l'unidad de fomento. Donc elle grimpe tous les jours, d'ordre de 2 à 3% par an, mais tous les jours ça grimpe. Donc tous les prix de vente ou tous les remboursements de crédit hypothécaire sont indexés sur l'UF. Donc déjà, vous avez 2,5% sur le remboursement du crédit qui prend en compte cette variable, plus le taux d'intérêt pratiqué par la banque, qui peut être parfois exorbitant. Donc on parle parfois de 6 à 7% d'intérêt. Donc ça, effectivement, ça peut refroidir dans le cadre d'investissements conséquents. Moi, je le vois particulièrement dans le secteur des énergies renouvelables, j'y reviendrai, où il y a une vraie complication par rapport à ça. Et effectivement, généralement, ce qui est conseillé pour au moins jauger la réactivité du marché chilien, c'est de faire appel d'abord soit au portage salarial avec la chambre de commerce, ou envoyer un VIE pour qu'il puisse effectivement étudier le marché et donner un feedback à la maison mère en France afin de savoir si cela vaut le coup d'y aller ou pas. Donc le premier secteur porteur d'opportunités, moi qui me prend 40% de mon temps, c'est le secteur des énergies renouvelables, dans le photovoltaïque notamment, où le gouvernement chilien, bon ça c'est suite à, il y a toute une histoire derrière. En fait, moi je pense que ça naît en 2001, quand l'Argentine a coupé le gaz au Chili. Le gouvernement chilien a décidé de diversifier son mix énergétique. Après, effectivement, le Chili a également souscrit les accords de la COP21, les accords de Paris, avec aussi Fukushima entre-temps qui est arrivé, donc impossibilité de développer du nucléaire au Chili, car le Chili est une terre sismique, mais il y avait des projets, là c'est complètement abandonné. Et effectivement, Sébastien Piñera a annoncé que 20% du mix énergétique devrait être sur des énergies renouvelables, non conventionnelles, donc éolien, photovoltaïque notamment. La structure du marché énergétique est particulièrement libérale, car il y a une structure sur des prix qu'ils appellent spot, donc qui est indexée sur l'offre et la demande. Donc, il y a eu énormément de projets qui ont été développés dans le Grand Nord, sur la région d'Atacama notamment, car le rayonnement, la région s'y prête. Je crois que c'est une des meilleures régions au monde pour développer des installations photovoltaïques. Le problème, c'est que le prix de l'énergie, enfin limite, on est payé pour recevoir l'énergie. Il y a tellement d'électricité qui est produite dans le Grand Nord qu'on n'arrive pas à la distribuer sur Santiago. C'est une vraie problématique. À partir du moment où la technologie aura été trouvée afin de la distribuer sur Santiago, tous ces projets-là seront rentables, mais pour l'instant, ils sont tous à perte. Donc effectivement, les PME françaises qui s'introduisent pour l'instant sur le marché, outre Engie et Total, qui sont déjà présents historiquement, s'engouffrent sur la brèche des petits, moyens projets sur la couronne de la région métropolitaine de Santiago, qui vont de 3 à 9 mégawatts généralement, parce que là, il y a une incitation, il y a une loi qui permet d'avoir des prix stabilisés, non pas des prix spots. Et effectivement, il y a une loi également qui va favoriser l'autoconsommation, qui vient d'être votée par le Parlement, qui s'appelle la loi Net Billing, et qui qui incite les particuliers à mettre des panneaux solaires sur leur habitation, ce qui n'existait pas avant. Et enfin, illustration de
cet engouement pour le secteur des énergies renouvelables, le fait qu'Engie effectivement a annoncé la fermeture de centrales de charbon et prévoit d'investir près d'1 milliard d'euros dans les énergies renouvelables au Chili. Deuxième secteur qui est finalement très complémentaire au précédent, c'est le secteur de la transition écologique dans le sens large. Car le Chili est le premier pays d'Amérique latine à avoir adopté une loi de responsabilité élargie du producteur de déchets. Ça, c'était l'année dernière. On attend toujours le règlement d'application. Mais ça illustre bien l'avant-gardisme du Chili sur ces problématiques-là. Plus récemment, il y a un mois, une loi vient d'être publiée au journal officiel qui interdit le recours aux sacs plastiques dans les supermarchés. Donc il va y avoir une mise en application progressive de cette loi-là, mais effectivement, c'est également une illustration que le Chili veut vraiment développer une économie circulaire, à tel point que le gouvernement prévoit également de lancer un programme d'innovation avec le ministère de l'Environnement et la Corfo, avec des fonds qui vont permettre de subventionner des startups dans l'économie circulaire. Donc là, moi, j'en ai pas vu concrètement en pratique au Chili, mais je pense qu'il y a des vraies opportunités pour les entreprises françaises qui ont un savoir-faire dans la valorisation des déchets et tout ce qui va autour et tout ce qui est afférent à l'économie circulaire. Car on a un vrai avantage, pour le coup, un savoir-faire qui a été acquis grâce à l'expérience qu'on a du fait que la directive déchets, ça fait des années que nous, on l'a implémentée en droit français. La filière biologique, alors je l'ai séparée de la transition écologique parce que ça peut paraître un petit peu contradictoire avec la transition écologique et les énergies renouvelables de vouloir exporter des produits biologiques à 12 000 km. Mais effectivement, il y a un vrai engouement pour tout ce qui est bio. Non seulement dû au cadre légal qui permet de reconnaître les produits en provenance de l'Union européenne vers le Chili et vice-versa, de reconnaître l'appellation bio. Et on sent effectivement qu'il y a une vraie envie dans le consommateur chilien de consommer biologique, de consommer des produits où on est plus ou moins sûr de la qualité. Mais encore, parfois, sur le bio, ça peut laisser à désirer. Mais effectivement, moi, je vois un bon nombre de demandes d'entreprises françaises qui cherchent à distribuer dans le secteur de la cosmétique, notamment, cosmétique naturelle et biologique alimentaire, du vent d'un intérêt de la chaîne bio c'est bon, d'une éventuelle implantation, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, mais au Chili. Ça pourrait appeler effectivement à avoir un canal de distribution qui se développe dans cette filière-là. On a un marché de niche, effectivement, ça sera, parce que ça reste très cher, mais effectivement, oui, ça c'est sûr. Ouais. Et enfin, les nouvelles technologies, ça c'est un des piliers, effectivement, dans le sens large, des piliers de développement, justement pour diversifier l'économie chilienne. Sébastien Piñera a décidé vraiment d'axer un appui gouvernemental sur des startups chiliennes qui développent des nouvelles technologies. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle, on en parle tout le temps, ça veut tout et rien dire, mais effectivement, tout ce qui est toute solution qui applique une solution, toute solution qui prévoit une intelligence artificielle est fortement recherchée par les instances chiliennes. La blockchain, on en parle beaucoup, que ce soit dans les crypto-monnaies. Moi, j'ai vu récemment quelques projets sur les crypto-monnaies, des plateformes d'échange. Il y a encore un cadre réglementaire qui n'est pas bien défini, notamment sur la fiscalité des crypto-monnaies, mais ça risque de venir bientôt. Donc là, on est plutôt dans l'attente de ce que la loi va réglementer au niveau des crypto-monnaies. Et la cybersécurité, où ça c'est un axe de développement qui est plus une réaction du gouvernement chilien suite au piratage de données massif. Il y a eu 3 millions de cartes bancaires qui ont fuité. Donc effectivement, le gouvernement chilien a décidé d'investir massivement dans la cybersécurité. J'ai 2-3 clients français qui sont dans ce secteur-là. Il va y avoir des appels d'offres qui vont être certainement lancés par tous les ministères. Et bon, après, ça c'est plus des aspects pratiques où moi, effectivement, il y a un recours excessif au notaire. Donc là, tout doit passer par notaire. Le notaire n'est pas garant, en plus n'a pas de responsabilité civile sur le contenu des actes authentiques. C'est l'avocat qui rédige l'acte authentique. Lui, il appose simplement sa signature et son tampon. Donc effectivement, là, il peut y avoir des opportunités de développement de technologies axées sur la blockchain en tant que tiers de confiance.
Encore faut-il voir comment réagira le lobby des notaires qui est très puissant au Chili. Et le système bancaire, alors là c'est Sébastien Piñera qui possède une bonne partie du système bancaire, qui est propriétaire de Transbank. En fait, il y a une commission sur chaque opération bancaire, c'est son entreprise qui prend une commission sur chaque opération. Donc effectivement, c'est très compliqué à l'heure actuelle de développer des plateformes de paiement, car il y a le président de la République qui a directement un intérêt dans ces technologies-là, mais ça risque de s'ouvrir. Dernière nouvelle. Et enfin, les marchés publics, où là, moi, je viens d'accompagner une entreprise stéphanoise qui a remporté un marché public d'importance dans une petite commune qui s'appelle à côté de Los Andes, sur la construction du planétarium le plus grand du Chili. Ils n'étaient pas du tout présents au Chili, ils ont vu cette opportunité-là publiée sur Internet. Donc, il faut régulièrement regarder sur Internet, il y a un site qui s'appelle mercadopublico.cl où tous les appels d'offres sont publiés dans tous les secteurs. Les procédures d'appel d'offres sont particulièrement modernes, tout se fait sur Internet, très transparentes, pas de corruption à ma connaissance, ou de corruption non, à ma connaissance, il n'y a pas de corruption. Et on accompagne également une filiale d'EDF, Citelum, sur tout ce qui est luminaire LED. Donc toutes les mairies ont fait des procédures, ont lancé des appels d'offres dans ce secteur-là. Généralement, sur la rédaction de l'appel d'offres, il n'est pas besoin d'avoir un établissement stable au Chili. C'est-à-dire qu'une entreprise française non résidente peut parfaitement participer à un appel d'offres. Ça dépend du secteur. Effectivement, Vinci, qui a remporté la concession, a dû créer une succursale. Parce que là, on parle d'appel d'offres d'ampleur. Mais en règle générale, sur des services, il n'y a pas forcément besoin de créer une filiale ou une succursale. Donc moi en l'occurrence, la question qu'on me pose peut-être 2 fois par jour, c'est est-ce que c'est nécessaire pour une entreprise française de créer une filiale ou une succursale? Et finalement, ma réponse est toujours pas nécessairement, ça dépend de l'intention, de comment vous allez implanter votre activité au Chili, comment l'entreprise souhaite pénétrer le marché chilien. Donc généralement, ça se divise en deux, il y a une externalisation du canal de distribution finalement, donc recherche de distributeurs ou d'agents commerciaux, exclusifs ou pas d'ailleurs. Et donc dans ce cas-là, il n'est généralement pas nécessaire de créer une succursale ou une filiale, car le distributeur se charge de revendre les produits. Et la convention fiscale, afin d'éviter la double imposition souscrite entre la France et le Chili, permet effectivement de déclarer les revenus générés au Chili en France. Donc effectivement, vous connaissez certainement les outils, c'est soit on peut recourir, ça c'est une forme fréquente, au portage salarial. Donc la Chambre de commerce franco-chilienne, qui est une des seules à proposer ce service-là, car la notion portage salarial n'a pas de traduction à ma connaissance en espagnol. Donc c'est vraiment un outil spécifique. Donc dans ce cas-là, l'agent est porté auprès de la Chambre de commerce et en charge de développer, de revendre les produits de la société française. Sinon, trouver un agent commercial chilien. Alors là, il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup d'agents et de distributeurs qui ont une quinzaine de représentations et qui n'ont pas forcément le temps du coup de développer et de promouvoir les produits de l'entreprise française. Et source de contentieux, parce que moi du coup je suis habilité à faire du contentieux en France, j'ai eu 3 ou 4 contentieux d'importance à cause de la négligence des entreprises françaises concernant la conclusion d'un contrat par écrit, de contrat de distribution ou contrat d'agence commerciale. Normalement, il n'y a pas d'écrit. Ils ne prennent pas le soin de faire un écrit. Donc, notamment dans le secteur de la tonnellerie, c'était un litige avec un distributeur chilien qui distribuait depuis 20 ans des produits d'une tonnellerie française. Et du jour au lendemain, le fournisseur français a décidé de rompre le contrat. Donc, moi, j'étais là pour le coup avocat du distributeur. En l'absence de contrat, le distributeur a intenté une action en justice devant le tribunal de commerce en France et a obtenu l'application de la loi française, qui est largement plus favorable à la loi chilienne en termes d'indemnisation de rupture de contrat de distribution ou de contrat d'agence commerciale, et a obtenu une indemnité de près de 400 ou 450 000 €. Alors que si un contrat avait été écrit et prévoyait une loi applicable au contrat, en l'occurrence la loi chilienne, l'indemnisation aurait été 10 fois inférieure. Donc généralement, la loi chilienne fait peur aux
aux fournisseurs français, alors qu'elle est plus favorable que la loi française dans le cadre de la conclusion et de l'exécution d'un contrat d'agence ou de distribution. Donc c'est pour ça que c'est très important de sécuriser dès le départ, de faire un contrat écrit, de prévoir la loi chilienne, là, en plaçant côté fournisseur français, la loi chilienne comme étant applicable au contrat, et de prévoir une clause aussi également d'arbitrage au Chili, car il y a une vraie problématique de l'exécution des jugements rendus en France au Chili. Il n'y a pas de convention bilatérale, à l'instar, enfin, l'Argentine s'y a une convention bilatérale avec la France pour reconnaître les jugements français en Argentine, mais elle n'existe pas encore au Chili. Donc, si effectivement votre partenaire commercial est chilien, vaut mieux prévoir une clause attributive de juridiction, une clause compromissoire au Chili. Et enfin, si l'entreprise française décide de ne pas faire appel à un distributeur exclusif ou à un agent exclusif pour développer des affaires au Chili, peut effectivement développer son activité pour son propre compte. Donc dans ce cas-là, ça ne sera pas forcément nécessaire non plus de créer une filiale ou une succursale s'il s'agit d'une prestation de service ponctuelle, par exemple la vente d'une solution intégrée par une entreprise française à un client chilien, et s'il s'agit simplement de former du personnel d'une société chilienne, il n'y a pas de besoin de créer une entité au Chili. La limite à ça, effectivement, c'est la convention fiscale qui prévoit que les bénéfices générés par une entité en France sur un contrat exécuté au Chili sont en principe imposables en France, sauf si ces bénéfices-là sont imputables à un établissement stable. Et la notion d'établissement stable, bon, elle est commune à toutes les conventions fiscales, mais finalement, c'est sur celle-ci qui détermine si une implantation est nécessaire ou pas. Il y a la notion des 183 jours dans tout ce qui est chantier. Donc finalement, si vous êtes amené à détacher si l'entreprise française est amenée à détacher du personnel plus de 6 mois au Chili, là, il y aura forcément une obligation de créer une succursale ou une filiale. J'ai eu le cas récemment d'un sous-traitant de Vinci qui va travailler sur un contrat d'une durée de 7 mois, qui ne voulait absolument pas de créer de succursale, ben, on a dû le faire malgré tout. Un siège de direction, un bureau, ça c'est effectivement les moyens dont dispose l'administration fiscale chilienne pour requalifier l'activité éventuellement exercée par une entreprise française en établissement stable, si aucune filiale n'a été créée. La deuxième limite, enfin, deuxième argument pour éventuellement créer une filiale ou une succursale, c'est les limites purement pratiques. Car au Chili, vous ne faites rien sans ce qu'on appelle un RUT, qui est un numéro d'identification fiscale. Donc, un résident, une personne physique a un numéro d'identification fiscale qu'il utilise pour tout, pour accéder à son compte bancaire. Enfin, c'est vraiment, si la CNIL existait au Chili, elle interdirait l'usage excessif à ce numéro-là. Mais au Chili, vraiment, on ne peut rien faire sans ça. Et les entreprises également ont un numéro de route associé. Et il y a un système de facturation électronique qui est particulièrement moderne au Chili. C'est-à-dire que chaque entreprise facture via le software gratuit de l'administration fiscale via une facturation électronique associée à un route. Donc effectivement, quand vous êtes un fournisseur étranger sans route, ça peut poser des difficultés pratiques pour le client qui n'est pas forcément habitué à cette problématique-là et qui va vous exiger de monter une succursale ou une filiale pour pouvoir vous facturer. Pour que vous puissiez facturer et avoir effectivement, car une facture pro forma, la majorité des cabinets d'experts comptables n'arrivent pas d'une part à la comprendre et à la comptabiliser après, en charge. Et effectivement, le fait qu'une entité française facture sans avoir de numéro d'identification fiscale chilien, ça sous-entend des déclarations sur l'honneur pour le client à faire au nom et en représentation de l'entreprise française. Donc dans ce cas-là, il faut fournir un extrait cabis apostillé, un certificat de résidence fiscale apostillé. Donc effectivement, le client, généralement, il est assez rebuté à faire toutes ces démarches-là car il n'est pas forcément habitué. Et enfin, le dernier aspect, ça peut être, le Chili parfois peut être un point d'ancrage intéressant, un hub pour futur sur le marché latino-américain, dans la mesure où le Chili est le pays qui a conclu le plus d'accords internationaux
Moi, l'exemple que je prends tout le temps, c'est notamment avec le Pérou. Il y a une convention fiscale entre le Chili et le Pérou. Or, il n'y en a pas encore entre le Pérou et la France. Donc, effectivement, il peut y avoir des intérêts à facturer des services au Pérou via le Chili, si c'est justifié. Attention à l'abus de droit, cela dit. L'Alliance du Pacifique aussi permet de bénéficier d'avantages douaniers, donc faire venir transformer des produits et les réexporter sur l'Alliance du Pacifique, ça peut être aussi un outil intéressant. Et effectivement, ça s'est à valoriser au moment, parce que nous, toutes les demandes qu'on a, c'est le marché m'intéresse, je suis entre le Chili, le Pérou ou la Colombie. Donc ça, c'est un argument en faveur du Chili, car c'est vrai que le marché intérieur du Chili est relativement réduit. Ça peut être un beau marché test, mais ça peut aussi être une plateforme après de développement et de rayonnement sur l'Amérique latine. Voilà sur la présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai une question par rapport à... J'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire pour rebondir à partir du Chili sur les autres pays d'Amérique latine. Par rapport au Brésil, où il y a parfois des taxes douanières démesurées quand on envoie des produits à partir de la France, est-ce qu'à partir du Chili, ça peut être plus intéressant? Oui. Enfin, du Chili vers le Brésil? Oui. Alors, du Chili vers le Brésil, bonne question. Là, j'avoue que... Très bonne question. Parce que généralement, c'est le Brésil. J'ai jamais vu le cas, mais non, il faudrait que je vérifie. Je ne peux pas vous répondre, figurez-vous. Parce que j'ai déjà vu le cas, effectivement, d'entreprises qui fabriquent au Brésil et après qui réexportent vers le Chili. Qui doit forcément y avoir un... Moi, je connais, effectivement. Le Chili a souscrit avec l'Union européenne un accord d'association. Donc là, c'est clair qu'au niveau des taxes douanières, 98% des produits sont exonérés de droits de douane. Sur l'Alliance du Pacifique, là, du coup c'est Chili, Pérou, Colombie, Mexique, et il y avait un rapprochement là, éventuel avec le Mercosur. Ils veulent se rapprocher. L'Alliance du Pacifique devrait se rapprocher du Mercosur, donc effectivement il devrait y avoir quand même à l'avenir encore moins de barrières douanières. Là c'est vrai que je ne peux pas vous répondre sur la taxe douanière. Excusez-moi. Merci. Puisqu'on est dans les zones d'intégration régionale, l'UNASUR, ça donne quoi en ce moment? L'UNASUR, enfin je ne sais pas comment. La Unión de Naciones Suramericanas. J'ai pas eu de vent de développement par rapport à ça. Je sais simplement que le Mercosur, bon, qui a ses difficultés actuelles, mais il y a une vraie volonté, parce qu'il faut savoir que Mauricio Macri est très ami de Sébastien Piñera, donc il va y avoir une intégration. Il y a une vraie volonté d'intégrer le Mercosur à l'Alliance du Pacifique, effectivement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement la question de la corruption sur les marchés publics et vous aviez dit qu'à votre connaissance, il n'y en avait pas. Et au-delà des marchés publics, comment ça se passe? C'est une corruption. Enfin, il y a de la corruption. Enfin, sur les marchés publics, non, mais dans d'autres secteurs, il y a effectivement de la corruption, mais qui est, comment dire, qui est qui est très discrète et qui dépend effectivement, parce que le Chili, c'est un pays où faut être, c'est un petit pays et il faut avoir les bonnes connexions et les bons contacts. Et effectivement, il peut y avoir du favoritisme. Le gouvernement Bachelet, précédemment, le fils du gouvernement Bachelet avait été mouillé dans une affaire de corruption. Mais sur un cas d'appel d'offres concret, un marché public concret, même si la procédure était transparente, on peut prendre contact, par exemple, avec la mairie qui rédige l'appel d'offres pour rédiger l'appel d'offres d'une telle manière à ce que le critère de pondération favorise telle ou telle entreprise. Il n'y aura pas de sous-table, mais effectivement, la rédaction, on peut agir sur la rédaction de l'appel d'offres. Donc c'est une forme de corruption. Et en fait, ça se passe un petit peu comme ça au Chili.
D'autres questions? Bon. Si vous avez d'autres questions ultérieurement, n'hésitez pas à... Vous avez une question? Moi, je voudrais qu'on approfondisse peut-être un petit peu les secteurs économiques dans lesquels il y a des opportunités de développement pour les entreprises françaises. Vous avez cité un peu en creux, bon, à travers les échecs dans la restauration ou la boulangerie, l'alimentation, parce qu'il y avait pléthore d'offres. Vous citez les opportunités sur tout ce qui touche les énergies renouvelables, mais il y a peut-être quand même d'autres secteurs, surtout dans un pays où le PIB par habitant est croissant et va dépasser celui de certains pays de l'Union européenne. Donc vous avez peut-être quand même une petite idée des panoramas des secteurs où c'est intéressant et où il y a de vraies opportunités d'exportation pour la France dans ce pays-là? Effectivement, comme je le disais, c'est non exhaustif, hein, mais c'est ceux qui sont vraiment avec un fort potentiel de développement et que nous, on voit au quotidien, et les demandes qu'on a sont principalement axées sur ces secteurs-là. Et la politique gouvernementale aussi veut profondément inciter le développement de projets dans ces 5 secteurs que j'ai cités. Après, effectivement, il y a des marchés de niche sur lesquels une entreprise peut toujours avoir des opportunités d'affaires. Mais très sincèrement, il y a quand même beaucoup de secteurs qui sont saturés. Moi, il y a beaucoup de... Justement, selon moi, c'est un pays qui est déjà développé et c'est très compliqué, hormis d'avoir vraiment un outil de niche, très compliqué de s'intégrer au marché chilien. Sauf à avoir une technologie qui n'existe pas encore, pour le coup. Parce que vous identifiez, vous voyez un autre secteur. Là, vous n'avez pas parlé du tourisme. Oui, c'est un pays d'aventure et dans le monde entier, on fait de plus en plus des sports un peu exceptionnels. On fait des modes de voyage dans ces pays-là qui sont de plus en plus originaux, stimulants, et les Occidentaux sont quand même à la recherche. Et je pense quand même que les Français sont très en pointe sur tout ce qui touche au trekking, au sport de glisse, à ces choses-là. Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a des opportunités, mais je ne suis pas une spécialiste du Chili. Alors, on ne touche pas des marchés comme les énergies renouvelables, mais on touche quand même des opportunités. Enfin, quand je vois, par exemple, dans le nord, dans l'Argentine, le tourisme, l'explosion du tourisme dans le nord de Salta jusqu'à la Bolivie, le marché est pris pratiquement que par des Français. Donc, est-ce qu'au Chili, il n'y a pas ce type d'opportunité dans le désert d'Atacama ou d'autres endroits sur les côtes du Pacifique où il y a quand même beaucoup de vagues, des choses comme ça? Si, non, et notamment dans le développement des activités de montagne d'été. Il y a beaucoup de... avec le réchauffement climatique, la saison de ski est de plus en plus réduite. Et effectivement, il y a une vraie volonté de développer tout ce qui est activité montagne en été. Donc ça, il y a des clusters montagne, notamment de la région Rhône-Alpes, des délégations d'entreprises qui sont engouffrées dans la brèche. Il y a encore pas mal de développement à faire. Après, effectivement, oui, sur le secteur du tourisme, Ça me permet de rebondir. Les petites cabines qui vont à Santiago de Chile, qui vous permettent de remonter, c'est Poma qui a eu le marché. Oui, donc ça veut dire, dans un pays où il y a plus de 100 volcans, on ne va pas escalader tous les volcans, enfin, je veux dire, il y a quand même un relief qui doit permettre ce type de... Oui, Poma, on les accompagnait sur cet appel d'offres, effectivement, mais si vous voulez, les perspectives de croissance, Poma, il s'axe plus sur la Colombie, clairement. Car au Chili, pour l'instant, il n'y a pas d'appel d'offres, certainement. En plus, le dernier appel d'offres, ils l'ont perdu, c'est les Autrichiens qui l'ont gagné. Sur les infrastructures de ski, il n'y aura pas forcément de nouveaux téléphériques qui vont être commandés. Et effectivement, sur ce secteur-là particulier d'infrastructure de Poma, j'irais plus voir du côté de la Colombie. Plus que vers le Chili. Et après, pour rebondir sur ce que vous dites par rapport au tourisme, effectivement, c'est une croissance assez incroyable. Il y a un flux de touristes brésiliens notamment, ça dépend du cours du réal, mais qui est très très important. Brésiliens qui profitent des montagnes, qui payent une fortune pour aller une journée sur le ski, pour voir la neige, ne serait-ce même que la neige.
Il y a un potentiel touristique effectivement qui est important. Les Argentins également, ils sont dépendants du cours du pesos, mais les Argentins qui vont profiter des stations balnéaires de Viña del Mar, de Valparaíso. Mais effectivement, oui, c'est pour ça que je disais que c'était pas exhaustif. Il y a toujours des opportunités de développement dans le tourisme. Il y a des projets hôteliers aussi, on en voit régulièrement. Le groupe Accor qui est présent, où il faut certainement encore s'étendre, ils viennent de racheter un autre groupe hôtelier. Dans l'hôtellerie, il y a encore des opportunités à faire. Mais encore une fois, sur des secteurs de niche. Car le gros des investissements ont été faits. Parce que souvent, moi, ce que je vois, c'est les entreprises françaises qui ont tendance à voir le Chili comme un pays en développement. Et même si les chiffres ne permettent pas de dire que c'est un pays développé, dans les faits, c'est un pays développé. Donc les opportunités sont nécessairement réduites. Bonjour. Donc nous, on essaye de s'implanter, enfin on découvre un petit peu, on découvre totalement le marché chilien. On a l'impression qu'il y a une forte demande de contenu local, qu'on ne peut pas débarquer comme ça avec les produits faits en France et qu'il faut vraiment créer de l'emploi, de l'activité localement pour s'implanter. Oui, non, c'est vrai. Et dans quel type de produit? Énergie renouvelable. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous... Enfin, hydrolien. D'accord. Oui, effectivement, il y a une vraie volonté gouvernementale, effectivement, d'inciter la structure étrangère. Parce que le pays vit non seulement du cuivre, mais également c'est un pays récepteur d'investissements étrangers. Donc, effectivement, même si la loi permet effectivement d'avoir une certaine flexibilité, de ne pas créer de filiales ou succursales, en réalité, il y a plein de petits moyens pratiques, justement, dans ce que je disais, dans les limites pratiques, qui incitent à développer une structure locale et à embaucher sur place, effectivement. Est-ce que vous êtes confronté à ça en pratique? Enfin, nous, on n'y est pas encore, hein, mais ouais. Même fabriquer sur place, j'ai l'impression qu'il y a une forte demande une grosse partie de la fabrication soit faite sur place. Oui, pas autant qu'au Brésil, pour le coup. Parce qu'au Brésil, là, pour le coup, c'est presque impossible de ne pas fabriquer sur place. Tant que j'y suis, mais là, c'est très spécifique, du coup. Vous parliez d'aide pour les projets de 3 à 9 MW pour les ENR. Donc ça, je pense que c'est plutôt pour des technologies classiques. Est-ce qu'il y a des volontés d'aider des technologies pas encore complètement matures d'énergie renouvelable? Oui. Et quel type d'aide il y a La Corfo. Regardez sur le site de la Corfo, il y a pas mal de fonds effectivement qui sont précisément dédiés à des nouvelles technologies et dans l'hydro notamment. Précisément sur ça, oui. Récemment, j'ai été contacté par une société qui a gagné un fonds Corfo, une société française, qui a une technologie justement axée sur l'hydro et aussi sur le stockage, précisément. Mais pour rebondir simplement sur les projets de 3 à 9 MW, il n'y a pas de subvention de l'État, hein, c'est simplement la loi qui favorise un prix stabilisé. Que l'État ne va que très peu subventionner. Hein. D'ailleurs, les fonds Corfo que je mentionne, on ne parle pas de montants de grande ampleur. Hein. C'est des montants qui sont pas résiduels, mais qui ne sont pas aussi importants que des fonds qu'on pourrait obtenir effectivement en France. Vous disiez tout à l'heure qu'un Chilien ne répond jamais non, même s'il n'est pas très motivé. Il y a d'autres trucs à savoir comme ça? Oui. Vous pourriez nous en livrer quelques-uns? Je ne veux pas cracher sur le Chilien. Il y a des Chiliens ici ou pas? Trop tard. Mathias est marié à une Chilienne, ça... Mais ils ont très bien compris le proverbe « les paroles volent, les écrits restent ». C'est-à-dire qu'effectivement aussi, tout contrat par écrit. Ça c'est vraiment, il faut toujours avoir une méfiance vis-à-vis du partenaire chilien.
Et là, pour les avocats, pour nous, pour le coup, c'est très utile, parce que c'est vrai que faire du business entre Français, c'est quand même plus axé sur la confiance et les mots ont plus de valeur qu'au Chili. Pour le coup, j'ai des exemples pratiques, notamment d'une entreprise bretonne que je ne citerai pas, que j'aurais pu citer mais que je ne citerai pas, qui a créé une filiale, qui a fait appel à, enfin, qui s'était associé avec 2 associés chiliens, qui avait quand même investi 150 000 € sur une année d'opération et qui avait assuré un salaire de 10 000 € par mois à chacun des 2 associés. Sauf que les associés ont trouvé le moyen de créer une société parallèle et de facturer les clients envoyés par la maison mère via cette société parallèle. Et cette entreprise s'en est rendu compte comme contactant, on ne comprend pas, on est à perte, pourtant on a des clients qui nous disent qu'on a été accompagnés au Chili, et effectivement, ils n'avaient pas vu que... Donc là, et du coup, c'était sur la confiance, il n'y avait pas de pacte d'actionnaires, c'était une société dans laquelle ils étaient associés, et puis ils sont partis avec le client et un salaire qui était quand même décent. Donc effectivement, toujours, si joint venture il doit y avoir, pacte d'actionnaires qui est nécessaire. C'est une forme, une manière de raisonner au Chili qui est, comment dire, qui est plus... Par exemple en Argentine, parce que j'ai travaillé également en Argentine, les Argentins sont moins hypocrites que le Chilien. Le Chilien, il va être beaucoup plus malin dans chercher la petite faille pour essayer de gagner le plus d'argent possible ou essayer de... Les exemples, j'en ai pas mal, hein, comme ça. Il y a même beaucoup d'avocats, parce qu'il n'y a pas de code de déontologie. Ça n'existe pas. L'avocat n'a pas l'obligation d'être inscrit à un barreau. Et il y a beaucoup d'avocats. Moi, j'ai des clients qui arrivent, je les gagne en étant simplement honnête, dans la mesure où les avocats qui inventent des nouvelles règles, comme quoi il faudrait absolument être un actionnaire d'une société, doit être nécessairement un résident fiscal et un avocat. Donc il prend 20% des actions d'une société, et après, effectivement, au moment de revendre, faut d'abord payer les honoraires majorés. Et donc il y a beaucoup, effectivement, faut se méfier. Et dans le secteur de la comptabilité aussi, faut également se méfier des comptables. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de comptables où le niveau est médiocre comparé en France. Ça, c'est dû simplement à la formation des comptables, où ils ont 4 semestres d'études pour accéder au rang d'expert comptable. Et la notion de commissaire aux comptes, il faut également se méfier. Vraiment avoir confiance en son partenaire chilien. Peut-être que le Chilien qui a vécu à l'étranger, et on peut avoir plus confiance en lui. Mais sinon, s'assurer effectivement de sécuriser ses relations. Même en chilien, du coup. Oui. Ils ne sont pas tous comme ça, hein, je vous rassure. Moi, je suis le seul Français, je travaille avec 19 Chiliens, ils sont d'ordre... Mais il faut toujours avoir une petite... être sur ses gardes. Mais là, je pense que je ne vais pas me faire que des amis. Oui, mais c'est ce que je disais au début, ils se vendent très très bien par rapport à ça. C'est pour ça que moi je trouve que c'est important de souligner tous ces points faibles avant d'y aller sur le marché. Parce qu'il n'y a que très peu de gens qui le font. C'est effectivement pas dans mon intérêt, moi, de le faire, mais il y a des situations qui sont flagrantes et qu'il faut souligner. Et c'est des problèmes là qui sont culturels, qu'on ne peut pas changer. Il faut avoir cette variante, cette variable qui est dans la tête avant d'y arriver sur le marché. Mathias, toi, tu as vécu au Chili, tu as déjà connu des situations... Oui, je confirme l'histoire qui dit jamais non. Alors, c'est pas vrai pour les femmes. Hein, je dirais, elles savent dire non. Juste pour que mais effectivement, pour moi, c'est du latin. Moi, comme je suis franco-allemand, ma mère est allemande, je me considère plus du nord de l'Europe. Quand je dis quelque chose, j'essaie de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Alors, parce que je ne suis pas le seul projet, mais eux, je les sens plus latins, où effectivement, faut être sur ses cartes. Ils sont latins, ils ont eu 17 années de dictature, à comparer à 7 ans en Argentine. C'est presque une génération, 17 ans. Ils ont un mode de management quand même à l'allemande, parce qu'il y a beaucoup plus le pourcentage d'Allemands est bien plus élevé que dans les autres
pays parmi les Européens qui sont venus. Donc moi, je les sens plutôt comme, je suis administrateur indépendant d'un très très grand groupe bancaire français qui est implanté là-bas. C'est du Chili qu'on a décidé de gérer l'Amérique latine et qui contrôle notre plus grosse filiale qui est au Brésil. Parce qu'on a trouvé qu'il y avait plus de sécurité, de stabilité, de qualité dans le reporting et dans l'information qu'ils nous donnaient par rapport à la Colombie, à l'Argentine et au Brésil. Donc moi, je ne partage pas complètement ce sentiment. À un moment donné, vous dites qu'il y a un problème aussi d'efficacité des équipes. Moi, j'ai plutôt le sentiment que... Sur des emplois peu qualifiés. J'ai plutôt le sentiment que leur rendement est plutôt bon parce qu'ils ont le sens de l'exécution, alors qu'en Argentine, quand ça ne va pas, tout le monde s'arrête et gueule et veut refaire le monde. Là, pour le coup, la productivité, c'est sur des emplois peu qualifiés. Parce que les emplois qualifiés, là, on est sur des niveaux de rémunération qui sont effectivement... La productivité va de pair avec le niveau de rémunération. Et sur des emplois qualifiés, il y a des rémunérations, franchement, qui sont très importantes. Et là, oui, la productivité va avec. Mais sur des emplois peu qualifiés, serveurs, je prends l'exemple toujours de Kaiser, Eric Kaiser, les boulangeries, sur son business plan, il avait prévu 6 salariés par boulangerie. Il en est à 15. Donc effectivement, il s'était axé sur une productivité à la française. Et non, il a dû doubler, plus que doubler même son nombre de salariés par boulangerie. Pourquoi? Parce que travailler dans une boulangerie, c'est rémunéré à 400 000 pesos par mois, donc 600 € à peu près, 45 heures par semaine, et le salarié, il va être moins efficace, et il y aura des problématiques de vol qui seront encore plus importantes qu'en France. Donc c'est sur vraiment le segment, enfin peu qualifié, je ne veux pas non plus être péjoratif, mais il y a aussi un classisme de la société chilienne où l'emploi de serveur, par exemple, est très mal vu également. Un serveur est payé au salaire minimum, et il sera très mal perçu et du coup peu productif également. Mais sur les emplois qualifiés, je suis d'accord qu'ils ont une fascination vis-à-vis de l'Allemagne. Il y a je ne veux pas non plus être totalement négatif par rapport au Chili, je suis d'accord avec vous. Il peut y avoir il y a de la qualité. Il y a un système universitaire qui est très bon, il y a qui parlent très bien anglais, ils ont une... C'est pour quelle banque? D'accord. Merci à vous.